Et je disais que ce n'était pas un écrivain descriptif. Disons qu'il l'était encore à une certaine époque, mais dans ses derniers livres, il ne l'est plus du tout. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'une manifestation, c'était à Toulouse, ça doit faire pas loin de 10 ans, et dans un théâtre qui était bondé, et j'étais chargé d'animer la rencontre, et je l'avais interrogé sur le réalisme, et donc il avait répondu de manière extrêmement argumentée que ses livres n'étaient pas réalistes. Et pour rendre son propos plus clair, il s'était adressé au public, il avait dit, est-ce que certains ou certaines d'entre vous pratiquent la lecture de la Bible? Alors les gens avaient levé la main, il a dit, bon, très bien, donc vous connaissez l'Ancien Testament, et est-ce que vous pouvez dire de quelle couleur étaient les yeux du roi David? Alors ça a fait rire la salle. Et il a continué, il a dit, et Abraham, il était grand ou petit? Et Sarah, elle était maigre ou grosse, etc. Puis, il s'est arrêté au bout d'un moment, il a dit, vous voyez bien que, en fait, on s'en fiche complètement. Alors, il y a peut-être des passages, il y a même certainement des passages plus descriptifs dans la Bible, mais il parlait des personnages. Et c'était une manière de dire que ça ne l'intéressait pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui l'intéressait chez un personnage? Qu'est-ce que c'est qu'un personnage d'Aaron Appelfeld? Ça, c'est une question assez difficile. Parce que ce ne sont pas ils ne représentent pas des idées, vous voyez, hein, et ils sont très incarnés. Mais c'est une incarnation qui est difficile à définir, malgré tout. Euh, qui se manifeste plus, à mon sens, par des traits dominants chez les personnages. Bon, quoique, il disait aussi que la psychologie ne l'intéressait pas non plus. Cette rencontre à Toulouse avait été assez comique parce que euh, aux questions portant sur la psychologie, il avait dit ça ne m'intéresse pas. Et il m'avait dit est-ce que vos romans sont historiques? Il avait dit non, pas du tout. Et donc à la fin, qu'est-ce qui restait? Ben, il restait l'essentiel, une fois qu'on a dépouillé la littérature de son aspect historique, psychologique, politique et social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Selon moi, cela veut dire que, en particulier dans tous ces derniers livres, en procédant à cette espèce de réduction à l'essentiel, eh bien, cela permet au lecteur de donner une incarnation psychologique, historique, politique et sociale qui est la sienne, propre. Ça n'est pas ça n'est pas une exclusion, mais c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Et ça me fait penser à, à la mise en scène au théâtre. Il y a des metteurs en scène euh, qui sont des metteurs en scène baroques et d'autres qui, au contraire, sont des gens qui vont à l'essentiel, qui simplifient, qui réduisent, pour réemployer ce mot. Mais alors après, ce sont les acteurs, les comédiens qui apportent la vitalité nécessaire au spectacle. Alors là, il n'y a pas d'acteur, mais dans une certaine mesure, le lecteur devient un acteur. C'est vous qui apportez votre propre vitalité
à ces livres qui finissent par devenir énigmatiques par leur simplicité. Un des livres d'Appelfeld qui a eu le plus de succès, c'est Le garçon qui voulait dormir. Je ne sais pas pourquoi, mais il est probable que dans cette histoire de ce jeune homme qui arrive en Israël et qui dort, et en dormant, qui retrouve le monde qu'il a perdu, puisqu'il est originaire d'Europe, beaucoup de lecteurs ont vu une sorte de parabole et que ils ont mis en scène pour eux-mêmes le sens de cette histoire. Sens qui est multiple. Oui. Attends, j'ai encore trois questions, mais c'est juste. Tu veux que j'aille leur dire? Ou j'y vais moi. Tu peux. J'ai l'impression qu'ils sont sur le départ. C'est vrai que les rires, c'est un peu gênant. Oui. Ça va, vous avez encore un... Oui, oui, encore 10 minutes. Ça va. Marianne, Oui. encore 10 minutes. Ok, c'est parfait. J'ai deux grandes questions, mais... Bon, elles ne sont pas faciles en question. Non, mais c'est parce que vous faites des réponses fines, surtout. Si vous le dites. Et mes deux questions sont relativement simples, mais c'est vrai que les réponses vont sans doute être plus complexes. Je vous livre les deux à la fois, parce que vous ferez sans doute un lien. La première des deux questions, c'était, nous, lecteurs français, nous avons la chance de ne pas en connaître toute l'œuvre de Aaron Appelfeld. Et d'ailleurs, par rapport à cela, ce que vous disiez sur la non-chronologie, en fait, lui correspond tout à fait. C'est-à-dire que souvent, il reprenait des manuscrits qui pouvaient avoir été écrits bien longtemps avant. Et donc, ma question, c'est quel futur, à l'intérieur de la maison de l'Olivier, bien sûr, voilà, qu'est-ce qui nous attend par rapport à son œuvre? Et ma deuxième question, c'était pourquoi avoir choisi de publier les deux livres de Valéry Zenati sur sa relation avec Aaron Appelfeld, Mensonges et Dans le faisceau des vivants. Alors, qu'est-ce qu'on va publier maintenant que Aaron Appelfeld n'est plus là? Quels sont les livres de lui qu'on va publier? Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui de manière précise. Là, on tâtonne, hein, on en parle avec sa femme, avec Valéry Zenati. C'est un peu trop tôt pour le dire. Il va falloir trouver une logique qui n'est plus celle de l'œuvre d'un écrivain vivant dont on publie les livres au fur et à mesure. Pour moi, le principal écueil à éviter, c'est de trop déconcerter les lecteurs en passant d'une époque à une autre. Non pas que ce soit nuisible, pourquoi ne pas être déconcerté si c'est comme ça? Peut-être c'est impossible que ce soit autrement, mais il ne faut pas que ce soit chaotique. Je sais que, par exemple, la publication d'un livre qui s'appelle Badenheim a étonné pas mal de lecteurs, parce que c'était un livre assez ancien, auquel il tenait énormément, et où on sent très fort la présence de Kafka. Et beaucoup de lecteurs qui n'avaient pas mesuré ça, ce rapport qu'il entretenait avec une littérature aussi symbolique, disons,
ont eu du mal. Mais bon, peu importe, il y a des livres qui ont plus de lecteurs que d'autres, et c'est pas nécessairement les mêmes lecteurs, ça n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, ce que je voudrais que nous évitions, c'est de balloter le lecteur d'un livre à l'autre sans qu'il soit possible d'établir un lien entre ces livres. C'est un travail assez compliqué, et ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Et en ce qui concerne les livres de Valérie Zenati, c'est assez paradoxal, si vous voulez, parce que Valérie Zenati est un auteur que nous publions depuis longtemps, et indépendamment de ses traductions d'Aaron Appelfeld. C'est un écrivain à part entière. Il se trouve que sa vie a croisé celle d'Appelfeld, et que depuis, ces deux vies ont été... ils ont avancé ensemble. Et le fait que en particulier dans son dernier livre, celui qui paraît au début de l'année 2019, Valérie Zenati parle à peu près exclusivement de la relation qu'elle avait avec lui, on porte la trace. Hein. Mais on pourrait voir les choses différemment. Enfin, moi, je les vois comme ça. Le dernier livre de Valérie, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a rencontré un écrivain avec qui elle a noué une relation très proche, très, très intime, et qui est comme dévastée par la mort de cet homme, qui est arrivé trop tard pour le voir avant qu'il disparaisse, et qui décide subitement, sur un coup de tête, de partir à la rencontre de la ville natale de cet écrivain. Et il se trouve que cette jeune femme, c'est Valérie Zenati, et que cet écrivain, c'est Aaron Appelfeld. Moi, j'ai envie de lire ce livre comme ça. Et de la même manière que je disais tout à l'heure que l'œuvre d'Appelfeld n'est pas une sorte de témoignage sur son existence, eh bien ce livre n'est pas un témoignage de la traductrice d'Appelfeld. Alors on peut y voir cet aspect-là si on le souhaite, mais fondamentalement, c'est pas ça. C'est un livre qui est inspiré par ce personnage d'écrivain. Et voilà. Alors, je pense que on va certainement beaucoup parler de ce livre, et que on interrogera beaucoup son auteur sur ce qui était la matière même de ces échanges avec Appelfeld, et c'est normal. Mais certains lecteurs y verront peut-être autre chose. Et notamment ce voyage à Tchernovitz, qui occupe la deuxième partie du livre, qui n'est pas seulement sur les traces, sur les pas d'Aaron Appelfeld, comme un récit de voyage, si vous voulez, mais qui est beaucoup plus à la rencontre de l'inconnu. Une femme se trouve dans une ville inconnue, au milieu de gens dont elle ne parle pas la langue. C'est l'hiver, et elle marche dans les rues enneigées de cette ville. En soi, c'est déjà le sujet d'un livre, si vous voulez.